Déjà, bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Je me présente très rapidement. Marion Belleville, je travaille à la mairie de Bordeaux au service d'animation de l'architecture et du patrimoine, et notamment à Bordeaux Patrimoine Mondial, qui est le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qu'on connaît parfois aussi sous le nom de SIAP. Cette conférence se tient dans le cadre de notre programmation de printemps, cette programmation qui s'appelle les balades urbaines, et nous avons souhaité faire écho à une exposition qui a enfin pu ouvrir au musée des Beaux-Arts, qui s'appelle British Stories. Ils ont lancé toute une saison anglaise à cette occasion, et nous avons fait le choix d'y répondre par des visites et cette conférence. Donc je remercie particulièrement Guillaume Pépin, qui nous fait le plaisir de tenir cette conférence ce soir, le musée d'Aquitaine et bien évidemment l'association Les Amis du musée d'Aquitaine, qui nous offre tout leur soutien très précieux, notamment pour nous accueillir sur cette plateforme Zoom. Donc merci à tous. Et puis avant de laisser la parole à Adeline Fallière, qui est la présidente des Amis du musée d'Aquitaine, des petites précisions un peu plus pratiques sur la tenue de cette conférence. Comme vous avez dû le voir, nous avons coupé vos micros puisque nous sommes très nombreux. Donc pour avoir le meilleur confort auditif possible, les micros seront coupés. Vous pourrez poser vos questions à Guillaume Pépin par le biais du chat, c'est-à-dire à l'écrit. En bas de votre écran Zoom, vous avez normalement une petite bulle façon BD avec écrit chat. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous fera apparaître la conversation à droite de votre écran, où vous pourrez taper vos questions tout au long de la conférence, et je m'en ferai la porte-parole à l'issue de la conférence pour qu'on puisse y répondre. Est-ce que j'oublie quelque chose à ce stade? Je ne crois pas. Je laisse du coup la parole à Madame Fallière et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Alors bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, merci de nous rejoindre si nombreux ce soir. Donc les Amis du musée d'Aquitaine que j'ai l'honneur de présider, en collaboration avec le musée, avec le SIAP, nous avons le plaisir de recevoir donc ce soir un historien spécialiste de l'Aquitaine anglaise, Guillaume Pépin. Alors rapidement pour le présenter, Guillaume Pépin est médiéviste, historien médiéviste, originaire de Bordeaux. Il a mis en ligne depuis récemment, en quelques temps à peine, son travail concernant les rôles gascons. C'est une source, vous allez le voir, historique essentielle pour connaître l'histoire de notre région aquitaine à l'époque du Moyen-Âge. Docteur, diplômé de la prestigieuse université d'Oxford, il fait partie de l'équipe du programme de recherche chargé de la publication en anglais de ces fameux rôles gascons. Auteur de nombreux articles et ouvrages traitant de l'histoire de notre territoire et de ses hommes, il nous propose ce soir une conférence sur Bordeaux à l'époque anglaise. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, cher docteur, et à vous retrouver donc pour les questions à la fin de la conférence. Je rappelle juste pour ceux qui sont arrivés en retard que vous ne pourrez pas ouvrir vos micros puisque nous sommes, au moment où je vous parle, déjà 137, et vous poserez vos questions sur l'occurrence qui se trouve en bas de votre écran et qui s'appelle « Discussion ». Bonne conférence à tous. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi nombreux. Je vais tout d'abord lancer mon PowerPoint. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Attendez. Attendez. Diaporama. Et on part du début. Est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Vous voyez ça? Oui, l'affichage se fait bien. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai des... 2 secondes. Je ne vais pas voir tout l'ensemble du PowerPoint si je fais ça, peut-être. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, également. D'accord. Donc, comme vous l'annoncez Adeline Fallière, je vais parler du Bordeaux des rois d'Angleterre,
grosso modo entre 1154 et 1453. Pourquoi ces deux dates? C'est tout simplement que l'accession au trône d'Angleterre du second mari d'Aliénor d'Aquitaine, Henri de Plantagenet, se passe en 1154, alors que le mariage entre ces deux grandes figures du Moyen-Âge a eu lieu 2 ans auparavant, en 1152, à Poitiers. Et 1453, bon, pour la plupart, vous allez comprendre, et vous savez qu'il s'agit en fait de la bataille de Castillon et de la reddition de Bordeaux, qui s'en suivit quelques mois plus tard. Là, vous avez un vitrail qui provient de Saint-Surin de Bordeaux, qui est conservé actuellement au musée d'Aquitaine et qui correspond à la première moitié du XVe siècle. Vous pouvez voir le port de la Lune en bas, puisqu'il a une demi-lune. La grosse cloche, qui était le beffroi de l'hôtel de ville, qui est stylisé, on va dire, parce qu'en réalité, il n'était pas tout à fait comme maintenant. Et les 3 léopards, ou lions, parce que c'est appelé lion aussi en Angleterre, qui correspondent aux armes, si vous préférez, aux armoiries ou aux blasons du royaume d'Angleterre au Moyen-Âge. Et c'était des armes en fait communes avec l'Aquitaine. Le léopard tout seul apparaît en fait dans un autre cadre, un cadre beaucoup plus français, mais je ne vais pas m'étendre sur ça ce soir. Alors, attendez, hop. D'abord, je vous présente rapidement le projet des rôles gascons qui a publié pendant 10 ans sur le net. Vous avez l'adresse en bas de l'écran, www.gasconrolls.org. Donc, il a publié pendant 10 ans le contenu des rôles gascons. Rôle, il faut comprendre, c'est l'ancien français pour rouleau. Ce sont des rouleaux de parchemin sur lesquels on écrivait les décisions des rois d'Angleterre concernant le duché d'Aquitaine ou de Guyenne. Ça s'appelait aussi la Gascogne occidentale, mais ça, je vais vous en parler plus tard. Donc, c'est un programme de recherche et des publications en ligne des rôles gascons conservés au National Archives de Kew, car c'était au centre-ville de Londres il y a quelques dizaines d'années. Depuis la fin des années 70, les archives nationales britanniques se trouvent à Kew, au sud-ouest de Londres. Et donc, le programme qui s'est étalé de 2009 à 2020 consiste grosso modo en des résumés détaillés en anglais du contenu de cette source. Et l'ensemble équivaut à 3200 pages imprimées. Et c'est accessible totalement à tout le monde. Il n'y a pas de login à entrer. Mais par contre, évidemment, j'ai bien conscience que beaucoup de personnes intéressées par cette source-là, qui s'étend de 1317 à 1467, 1468 est une petite erreur, peuvent avoir des difficultés avec l'anglais, mais maintenant, les traducteurs en ligne comme Google ou comme DeepL peuvent largement traduire correctement le contenu des différents actes qui ont été collectés, qui ont été copiés plutôt sur les rôles gascons. Selon moi, les rôles gascons et nombreuses sources historiques concernant l'Aquitaine dite anglaise, qui sont encore conservées aux archives nationales de Kew, devraient être considérées comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que Bordeaux, évidemment, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais évidemment pour sa ville du XVIIIe siècle essentiellement, la ville qui a été construite au XVIIIe siècle. Et il est bien dommage, selon moi, que les sources historiques qui sont passionnantes, on va dire, concernant Bordeaux et sa région, sont finalement quelque part oubliées dans ces célébrations mémorielles. Tout d'abord, je vais commencer par une vue générale du Bordeaux du XIIe au XVe siècle, pour vous montrer un petit peu la différence entre ce Bordeaux-là et le Bordeaux actuel, qui est, comme je vous l'ai expliqué, totalement XVIIIe siècle et XIXe siècle. Là, nous avons une vue générale de Bordeaux au XVe siècle qui a été dessinée par le grand dessinateur historique Jean-Claude Golvin, qui est plutôt spécialisé dans les reconstitutions de villes à l'époque romaine ou à l'époque gréco-romaine. À notre droite, il y a les armes de la commune de Bordeaux que je vous ai déjà présentées dans la précédente diapositive, qui sont conservées à la chapelle Notre-Dame de la Rose à Saint-Seurin. Et il faut comprendre évidemment que cet ange ainsi que les armoiries étaient toutes peintes à l'époque. Les églises ainsi que la plupart des grandes salles des châteaux étaient totalement peintes à ces époques-là. Et c'est simplement qu'on a perdu la peinture, on ne les a pas repeintes au fur et à mesure des époques, que ça nous apparaît comme des statues totalement sans couleur.
Mais il faut comprendre qu'à l'époque, à cette époque-là, au bas Moyen-Âge, la couleur était vraiment présente partout et c'était même très, très flashy pour nos goûts à nous. On repeindrait en fait la plupart des porches des églises ou l'intérieur des églises selon les goûts médiévaux. Beaucoup de personnes en fait le reprocheraient car tout simplement ça ne correspondrait pas à la vision qu'ils ont du Moyen-Âge. Là, je vous présente les 3 enceintes de Bordeaux au bas Moyen-Âge et il y a en fait tous les détails concernant ces extensions de Bordeaux à cette époque-là dans le très bon atlas historique de Bordeaux qui a été publié il y a de cela pas mal d'années par Sandrine Lavaux et Ézéchiel Jean Couret qui sont maîtres de conférences en histoire médiévale à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous voyez ici un espèce de rectangle rouge qui correspond en fait à l'enceinte romaine qui a été construite à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est la base de Bordeaux en fait. Et ensuite, il y a une extension vers donc votre gauche qui concerne en fait le bourg Saint-Éloi. Et ce sont les lignes vertes que vous voyez ici. Et il y a la fondation de l'hôtel de ville de Bordeaux médiéval qui s'appelle Saint-Éloi, Saint-Élégie en gascon, et que je vais vous présenter plus tard. Là, c'est l'extension du milieu du XIIIe siècle, entre le début du XIIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle. Après, il y a plein de faubourgs qui se sont étendus jusqu'à l'époque de la peste noire en 1348, qui a drastiquement, on va dire, réduit la population. D'après les dernières recherches, 60% de la population européenne, en moyenne, a été tuée en 1348 1349, c'est assez considérable. Mais auparavant, donc Bordeaux s'était étendu et on avait finalement créé la 3e enceinte que vous voyez en marron, qui s'étendait un petit peu des 2 côtés de l'ancienne ville. Et donc, vous pouvez voir sur votre droite la plupart des églises et des monastères qui se trouvaient à l'intérieur du Bordeaux médiéval, à l'époque dite anglaise. On préfère, nous les spécialistes, dire anglo-gasconne, car les gens se disaient gascon à Bordeaux à l'époque, et c'est une terminologie qui permet de montrer que ça n'était pas une colonisation comme les Anglais l'ont pratiqué à l'époque en Irlande, par exemple. Attendez, ça arrive. Alors, Bordeaux était une ville à l'époque à pans de bois, et les maisons étaient appelées en gascon oustao. C'est d'ailleurs un terme générique dans toute la Gascogne linguistique entre la Garonne et les Pyrénées. Et vous pouvez voir donc différents styles de maisons à pans de bois, dont certaines sont postérieures à l'époque dite anglaise. Malgré tout, ça donne une idée du Bordeaux médiéval qui était largement différent du Bordeaux actuel, comme vous pouvez le constater. C'était une ville qui ressemblait peut-être plus à des parties actuelles de Rennes, d'Angers ou je ne sais plus, d'autres endroits où il y a beaucoup de maisons à pans de bois. Vous les connaissez sans doute si vous avez visité la France. Donc, la vision que l'on a de Bordeaux actuellement, il y a simplement 3 ou 4 maisons à pans de bois qui ont survécu. Et évidemment, ça change tout à fait la perspective. On était dans une ville d'aspect beaucoup plus méridional, on va dire, avec des toits en général avec des tuiles romaines. Y compris pour la cathédrale, la grosse cloche et les monuments comme ça que je vais vous présenter ici et qui sont représentés avec des ardoises. Ça ne devait pas être le cas au bas Moyen-Âge, en tout cas avant le XVIe siècle. Et il y avait quand même quelques hôtels particuliers en pierre, comme l'Oustao de la famille Munadei, 15e siècle, qui jouxtait l'église Saint-Siméon, dont les restes sont actuellement le cinéma Utopia. Et là, vous pouvez voir à votre gauche, donc l'Oustao de la famille Munadei, donc comme je l'ai dit, Monadei ou Munadei en gascon, ça veut dire monétaire, monnayeur plutôt. Et leur ancêtre, en fait, avait frappé la monnaie que l'on trouvait à Bordeaux. Et c'était l'une des grandes familles bourgeoises. Bourgeois ne voulait pas dire obligatoirement fortunée à l'époque, mais en tout cas, elle était fortunée celle-ci. Elle avait donc son bel hôtel particulier, excusez-moi, à côté de l'église Saint-Siméon.
Et à votre gauche, vous voyez là la tour arasée, car elle était beaucoup plus haute au Moyen-Âge, de la mairerie. C'était l'hôtel particulier des maires de Bordeaux, qui se succédaient parfois de manière très rapide, hein. Il n'y avait pas d'élection comme de nos jours. Et au cours du XIIIe siècle, le roi d'Angleterre a mis sous sa main l'élection, ou la nomination plutôt, du maire de Bordeaux, si bien que l'on a eu des maires de Bordeaux à partir de 1261 à peu près, qui étaient d'origine anglaise et non plus gasconne, pour éviter les sortes de guerres civiles qui existaient pour prendre ce poste-là. Et les Gascons bordelais, en fait, élisaient un sous-maire. Actuellement, c'est un titre qui ne serait pas en faveur, qui ne serait pas en haute, pas très bien vu, je dirais, sous-maire. On dirait plutôt maire adjoint, mais c'était le terme de l'époque. Donc, il y avait un sous-maire qui, lui, était élu par les bourgeois bordelais, et ils étaient accompagnés de jurats, jurats, les jurés en gascon, qui étaient les conseils municipaux de l'époque. Il y avait aussi un autre conseil qui était constitué d'anciens jurats, qui s'appelait le conseil des 30, et un conseil élargi qui s'appelle le conseil des 300, qu'on pouvait aussi réunir en l'hôtel de ville, ou devant l'hôtel de ville plutôt, de Bordeaux de l'époque, qui se trouvait à Saint-Éloi-la-Grosse-Cloche. Et en fait, il faut comprendre que la plupart des grandes familles bordelaises de l'époque, en particulier dans la rue Neuve au XIIIe siècle, avaient chacune d'entre elles une grande tour, une très haute tour assez étroite, comme on le voit pour la tour de la Mairerie. Et ça fait penser aux tours que l'on peut trouver encore en Toscane ou en Italie, ou en général. C'était des tours très hautes pour montrer la puissance d'une famille. Elles ont été arasées ou détruites au fur et à mesure des événements. Mais Bordeaux devait, en tout cas au XIIIe siècle, avoir une allure un petit peu comme San Gimignano, que vous pouvez voir sur votre droite. Donc évidemment, là aussi, l'aspect général de Bordeaux, du Bordeaux de l'époque, était radicalement différent de l'aspect actuel. Et vous pouvez voir au milieu une fenêtre de la mairie, de l'hôtel particulier des maires de Bordeaux, donc, qui se trouve à côté du couvent actuel des Dominicains. Alors là, on a une vue générale par Jean-Claude Golvin de la cathédrale de Bordeaux, du palais archiépiscopal qui se trouvait qui se trouve sur notre gauche, qui est collé en fait à la cathédrale de Bordeaux, même s'il y a sans doute une erreur au point de vue de la fin de la cathédrale. Le palais archiépiscopal devait être plus haut, et toute la façade qui est un petit peu, on va dire, moche et pas très qui détonne avec le reste de la cathédrale que l'on trouve actuellement sur l'esplanade en face de la mairie de Bordeaux, était en fait collée, était une partie du palais des archevêques de Bordeaux. Et tout le quartier était avec des maisons, des chanoines ou des grands, on va dire des grands, j'arrive pas à trouver le mot, des grands personnages en fait du chapitre canonial de Bordeaux. Chapitre cathédrale de Bordeaux, excusez-moi. Vous pouvez voir tout en haut, à votre gauche, la double église. Il y avait une église d'un côté, notre église qui était collée. Il y a l'église Notre-Dame de la Place, dont il y a encore des vestiges derrière un magasin qui vend et qui répare des téléphones portables. Donc là, c'est une des grands endroits de Bordeaux. Et on utilisait souvent la nef de la cathédrale comme endroit de réunion, car il s'agissait de la plus grande salle que l'on pouvait trouver à Bordeaux à l'époque. Nous voyons ici la grosse cloche, la porte Saint-Éloi. Pourquoi porte Saint-Éloi? Car accolée à une église qui s'appelait Saint-Éloi, et qu'on appelait en gascon, puisque la langue courante et même écrite des Bordelais de l'époque était le gascon. On l'appelait Sainte-Élégie. Et ce qu'il restait de l'hôtel de ville au XVIIIe siècle. Alors en fait, l'hôtel de ville était 2 fois plus important avant un incendie qui s'est passé à peu près en 1755. Et vous pouvez voir sur ces 2 tableaux qui représentent la cérémonie du mai, c'est-à-dire on plantait un arbre chaque année. Ce sont un tableau du XVIIIe siècle, peut-être un autre tableau plutôt de l'époque de la Restauration, car on voit un drapeau blanc, c'est sur votre gauche. Votre droite plutôt, et en fait, on peut comprendre que l'ensemble, donc Porte Saint-Éloi, Grosse Cloche,
église Saint-Éloi et hôtel de ville étaient en fait le même ensemble. La grosse cloche, c'était le beffroi de l'hôtel de ville. Et on n'a pas l'habitude à Bordeaux, évidemment, d'utiliser ces termes qui sont plutôt reliés à la France du Nord et à la Belgique. Mais en réalité, c'était bien l'emblème tel qu'on le voit de manière stylisée sur les armes de la ville de Bordeaux, et encore de nos jours d'ailleurs, quand elles sont utilisées, vous pouvez le voir quand vous allez à la mairie, qu'ils utilisent un drapeau avec les armes de la ville. Là encore, une reconstitution par Jean-Claude Golvin de la place du marché, qui est de nos jours la place Fernand Lafargue. C'était une des deux grandes places où se tenait un marché à Bordeaux. Et on voit sur votre gauche la grosse cloche qui est représentée. Un endroit très important, puisqu'évidemment, Bordeaux est une place commerciale, bon, comme tant d'autres. Et je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionnait, en tout cas avec un élément que l'on retrouve encore. On trouve de temps à autre dans la terre, et ce sont des détectoristes, désolé pour les archéologues, ils ne les aiment pas, mais qui les découvrent. C'est à gauche un poids d'un quart de livre de la ville de Bordeaux, émis à partir de 1316. Il y a la date 1316, mais en réalité, ça peut être forgé en 1340, en 1370, etc. C'était pas du tout. C'était la date du début de ce système-là. Et on voit le poids d'une demi-livre de Bordeaux émis à partir évidemment de 1316, avec en l'avers la grosse cloche. C'est difficile à voir, mais on peut voir une porte fortifiée avec une grande cloche en dessous, et au revers, ou plutôt l'avers, excusez-moi, le léopard passant, qui était l'emblème des rois d'Angleterre et aussi de l'Aquitaine. Et tout cela était utilisé lorsque l'on faisait évidemment, que l'on vendait des marchandises et qu'on essayait de les vendre au meilleur prix, mais de manière suivant les règles définies par la municipalité. Donc les poids ne devaient pas être faussés, ne devaient pas être des faux poids, et tout cela était contrôlé par la commune de Bordeaux de l'époque. Nous voyons ici le château de Lombrières de Bordeaux et non pas le palais. Le palais, le nom de palais de Lombrières n'est apparu qu'après la constitution du Parlement de Bordeaux, de la Cour de justice de Bordeaux en 1462. Là, tous les documents de l'époque l'appellent en gascon le Castel de Lumbreira, c'est-à-dire le château de Lombrières. Et il a été construit à partir de la fin du XIe siècle par les ducs d'Aquitaine à partir du donjon, que vous pouvez voir sur votre droite. Bon, c'est un peu une vue idéale, car à l'époque dont je parle ce soir, donc fin XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle, il y avait des maisons qui étaient accolées à ce château-là. C'est exactement la même chose qui existait pour le palais des rois de France sur l'île de la Cité. Donc, en fait, le palais n'était pas aussi dégagé, le château plutôt n'était pas aussi dégagé que cette vue le montre. Et c'est le cas, en fait, de la plupart des châteaux par manque, en fait, de place, et aussi car le roi d'Angleterre du d'Aquitaine louait ces emplacements. Donc, ça rapportait de l'argent. Le château de Lombrières était le siège du sénéchal de Gascogne, qui s'est appelé sénéchal d'Aquitaine ou de Guyenne à partir de 1360, car 1360 est une époque très, très, très importante pour l'histoire de l'Aquitaine. Je vous en parlais un petit peu après. Et c'était le siège du connétable de Bordeaux. Le connétable de Bordeaux était en fait la personne qui, à l'origine, gouvernait ce château, mais son rôle s'est peu à peu transformé en trésorier du duché d'Aquitaine. C'est lui qui récupérait l'argent, qui en recevait l'Angleterre parfois, c'est lui qui dispatchait l'argent, c'est lui qui faisait des comptes. Et les comptes des connétables de Bordeaux étaient envoyés à Westminster, donc à Londres si vous préférez, pour vérification. Normalement, ils devaient l'envoyer chaque année. Et les rôles étaient contrôlés justement par des contre-rôles qui étaient tenus par des contrôleurs, qui eux étaient en général d'origine locale. Les connétables de Bordeaux, ça variait, mais plus on est dans le temps, et c'était un petit peu comme les sénéchaux, une partie était gascon au départ, mais au fur et à mesure, les sénéchaux et les connétables étaient en fait anglais d'origine, à quelques exceptions près. Et là, justement, on pouvait voir deux lettrines. Alors, à votre gauche, une lettrine du comte du connétable William Clifford, qui, ces comptes-là allaient de 1413 à 1416, et exceptionnellement, grâce à un achat, il se trouve aux archives départementales de Bordeaux.
Et à votre droite, une magnifique lettrine d'un comte du connétable de Bordeaux, Bernard Angevin, datant de 1427. Il se trouve, lui, au National Archives de Kew. Et ce Bernard Angevin, lui, était par contre gascon, était par contre bordelais. Donc, ça montre bien que de temps à autre, on mettait une personnalité locale à la tête de la connétablie de Bordeaux. Et vous pouvez voir donc quand même que l'on faisait des beaux comptes, des belles comptabilités, car ils n'étaient pas obligés vraiment de les décorer comme cela. Certaines ne sont pas décorées comme cela, hein, mais de temps à autre, on tombe sur des petites perles qui permettent quand même de se faire une idée de l'art qui existait même à Bordeaux à l'époque. Alors ensuite, je vous montre à votre gauche la collégiale, le bourg et la sauveté de Saint-Séverin de Bordeaux, qui était située en dehors de l'enceinte de Bordeaux. À votre droite, le palais gallien, ou le palais gallienne à l'époque, puisqu'on l'appelait, selon une légende, il y avait une fille d'un empereur romain qui s'appelait Gallienne, et donc c'était pas masculin à l'époque, le palais gallienne, ancien amphithéâtre romain de Bordeaux, et selon une vue du XVIe siècle. Donc il en restait un peu plus que de nos jours. Et en fait, c'était le lieu, ça a été le lieu, ça a failli être le lieu, plutôt, d'un duel judiciaire entre deux seigneurs gascons qui était prévu en 1318, d'après un long document que l'on a retrouvé aux archives nationales de Kew. Et ce duel devait se faire devant le sénéchal de Gascogne, Antonio di Pessagno, qui était d'origine génoise. Car à l'époque, le roi d'Angleterre était, on va dire, assez endetté. Il devait de l'argent à des Génois, il y a eu des affaires comme ça. C'est pour cette raison-là qu'on retrouve comme sénéchal, c'est-à-dire gouverneur du duché d'Aquitaine, un Génois. Et le seigneur de Sainte-Bazeille en Agenais, Lot-et-Garonne, Alexandre de Caumont, c'était le nom local, Alexandre si vous préférez, s'y présenta avec toutes ses armes, avec ses chevaux. Il y a vraiment une description générale de tout ce qu'il devait amener avec lui pour faire ce duel. Mais son adversaire, Jourdan de Lille, a fait défaut. Donc malheureusement, le duel n'a pas eu lieu et on n'a pas les détails de ce duel qui aurait été sans doute très passionnant à suivre. Ensuite, je passe à l'autre partie. Après vous avoir présenté Bordeaux, en tout cas la physionomie qu'avait Bordeaux à l'époque des rois d'Angleterre, maintenant je vais vous expliquer pourquoi il y a eu une fidélité sans faille à la couronne d'Angleterre pendant de nombreuses années. Et ça reste un petit peu un mystère pour la plupart des personnes qui s'intéressent à cette histoire-là, qui s'intéressent même à Bordeaux, mais ça n'est pas aussi mystérieux que cela. Là, vous voyez les armes de la couronne d'Angleterre de 1198 à 1340 qui se trouvent en la cathédrale de Bayonne. Il y a aussi à la cathédrale de Bayonne les armes qui ont été écartelées de France quand le roi d'Angleterre Édouard III, en 1340, a émis des prétentions au trône de France. Et ces prétentions-là ont mené, ainsi que le statut de l'Aquitaine, qui était spécial, à la guerre de 100 ans qui s'est déroulée de 1337 à 1453. Alors justement, je vais vous faire une petite topo, une clarification sur les termes d'Aquitaine, de Guyenne et de Gascogne. Alors, avant le milieu du XIIIe siècle, le nom d'Aquitaine désigne uniquement le pays compris entre la Dordogne et la Loire. Le terme Guyenne est une altération populaire qu'on retrouve en langue d'oïl en tant que Guyaine et en langue d'oc, on va dire en gascon en tant que Guyaina. Bref, ça, on trouve au début du XIIIe siècle et à la fin du XIIe les termes Aguienne ou Aguiaina. Vous pouvez comprendre que le A s'est détaché par la suite, c'est devenu l'Aguiaine, l'Aguiaina. Ça paraît bizarre, mais c'est tout à fait ça qui s'est passé. Et Guyenne est en fait un terme totalement synonyme du terme Aquitaine. Donc avant le milieu du XIIIe siècle, ça comprenait juste les régions entre la Dordogne et la Loire. La Gascogne, elle, était une entité plus ethno-linguistique, si vous préférez, comprise entre les Pyrénées et la Garonne, qui correspondait plus ou moins à l'ère linguistique du gascon, mais qui comprenait également, sous le terme de Gascogne, le Pays basque nord, y compris la partie qui a été réunie à la Navarre, la Basse-Navarre avec Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port. À partir du milieu du XIIIe siècle, il s'agit donc d'un système de poupée-gigogne. Et Bordeaux pouvait tout être à la fois en Aquitaine, Guyenne et en Gascogne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de terme pour désigner le duché de Gascogne, c'était terminé. À partir de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, de 1137, il y avait simplement le titre de duc d'Aquitaine.
Et comme on utilisait encore entre Bordeaux et Bayonne le terme de Gascogne pour désigner cette région-là, en fait, Gascogne désignait une entité, comme je vous ai dit, ethno-linguistique, et le duché d'Aquitaine de Guyenne a désigné le même espace, mais pour des questions politiques, en fait, ça s'appelait duché d'Aquitaine, ou comme je vous l'ai dit, duché de Guyenne. Donc là, vous avez la situation en 1360, quand le roi d'Angleterre a récupéré une grande Aquitaine qui allait même jusqu'à Rhodes. Et en fait, toute la partie en rose et la partie un peu sombre était la principauté d'Aquitaine qui a été délivrée au roi d'Angleterre Édouard III en 1360 et après au prince noir en 1362. Et c'est pour cette raison-là que la Guyenne, par la suite, jusqu'à la Révolution française, a compris le Quercy et le Rouergue. Il faut comprendre en fait que la partie la plus grande, Aquitaine et Guyenne, englobait la Gascogne. C'est pour ça que je vous le répète encore, que Bordeaux pouvait tout être à la fois en Aquitaine et en Guyenne et en Gascogne. Mais ces citoyens ne se nommaient qu'en tant que Gascons. Il n'y avait pas de Guyennais réellement, même si ça peut apparaître dans quelques textes. Alors voici en 1895 l'extension du gascon, qui est considéré actuellement souvent comme un dialecte de l'occitan de la Languedoc, mais qui est considéré parfois encore comme une langue comme le catalan, qui est proche, qui fait même partie du même domaine linguistique. C'était la vision qu'avaient les gens, même à Toulouse, dans les années 1340-1350. Ils considéraient le gascon, malgré sa proximité, comme un langage estragne, c'est-à-dire un langage étranger. Il disait, tout comme le français, l'espagnol, enfin le castillan, le catalan, ne disait pas le catalan, excusez-moi, l'allemand, l'italien, etc., etc. Alors, on désignait souvent les habitants de cette région, de ce pays, comme étant de la nation de Gascogne. Alors, la nation de Gascogne est un terme assez courant à l'époque pour désigner les entités même régionales. Et ça voulait dire que c'était le peuple, si vous préférez, de Gascogne. Ou aussi, quand on disait qu'un tel était de la nation de Gascogne, ça voulait dire qu'il était originaire de Gascogne, qu'il était né là-bas. Et on trouve dans plusieurs universités médiévales, dont la plus prestigieuse, c'est l'université de Bologne, l'université de droit, plusieurs nations correspondant donc à des entités régionales ou nationales, et on trouve des armoiries avec le nom de Vasco, Vasconnier, donc de la nation de Gascogne. Une nation de Gascogne existait et regroupait les étudiants originaires de cette zone à l'université de Bologne, et on trouve encore, je vous ai dit, des armes, des blasons du XVIIe siècle avec ce nom de nation de Gascogne en latin. Alors Bordeaux, en gascon, c'est Bordeu. Et cela explique l'ancienne orthographe française de Bordeaux que l'on retrouve sur plusieurs documents, Bourdeaux, parce que c'était simplement un décalque de la prononciation la plus populaire pendant des siècles à Bordeaux. Alors là, à votre gauche, vous voyez l'Empire plantagenet ou angevin, ça dépend si on est français ou anglais, Plantagenet pour les Français, Angevin pour les Anglais, les Britanniques, qui exista de 1154 à 1204. Alors, 1154, c'est l'année où Henri Plantagenet, duc de Normandie, comte d'Anjou, et duc d'Aquitaine par le biais de sa femme, Aliénor d'Aquitaine, est devenu roi d'Angleterre. Mais ces ensembles-là n'étaient pas du tout réunis dans un ensemble étatique solide. Il s'agissait de la réunion de plusieurs principautés autonomes ou indépendantes qui pouvaient très bien être, comment dire, partagées entre les différents fils d'Henri II Plantagenet, donc le second mari d'Aliénor. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et la plupart des conflits qu'Henri II Plantagenet et ses fils ont eus, et même avec Aliénor, qui a été enfermée pendant 20 ans par son mari en Angleterre, ont trait au fait que ces principautés-là ne devaient pas à terme être unies dans un même État. Et vous pouvez voir les vraies limites du duché d'Aquitaine de l'époque, contrairement à la plupart des atlas historiques, où on montre l'Auvergne en son entier, et même le duché d'Aquitaine aux portes de Toulouse. Non, à cette époque-là, ça n'est pas du tout le cas. Et même le Béarn et la Bigorre étaient sous suzeraineté de l'Aragon, du royaume d'Aragon. Et vous voyez la différence entre l'Aquitaine et la Gascogne, la distinction avec une petite frontière verte que j'ai indiquée. Et Richard Cœur de Lion a été, par exemple, duc d'Aquitaine entre 1169 et 1199. Il a été roi d'Angleterre entre 1189 et 1199, et donc a dominé cet ensemble plantagenet. Le dernier fils d'Aliénor d'Aquitaine, donc frère de Richard Cœur de Lion, Jean Santerre,
a succédé à Richard Cœur de Lion lorsqu'il a été blessé et est mort en Périgord, en Limousin, en assiégeant le château de Chalut en 1199. Mais étant très mauvais militairement et ayant des difficultés à être aimé de ses vassaux, il a perdu très rapidement au profit du roi de France Philippe Auguste la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine et une partie du Poitou en 1204-1205. Et là, c'est la fin de l'empire dit plantagenet. Et par un concours de circonstances, on pourrait dire, les seules possessions qui sont restées aux mains des rois d'Angleterre, de la famille des Plantagenets, la seule possession, c'est la Gascogne, ou le sud de Duché-Aquitaine, si vous préférez. Et c'est la Gascogne essentiellement la Gascogne occidentale, puisqu'il y a une Gascogne orientale près de Toulouse. Donc la Gascogne occidentale s'étendant de Bordeaux à Bayonne. Et vous pouvez voir sur votre droite le duché d'Aquitaine de Guyenne au traité de Paris de 1259, ainsi qu'une copie de ce traité-là. C'est-à-dire que le fils de Jean Santerre, Henri III Plantagenet, a tenté de reconquérir l'empire Plantagenet. Mais n'étant pas très bon militairement lui aussi, et suivant les circonstances, il y avait quand même Blanche de Castille, Saint-Louis, bref, ils n'ont pas pu militairement faire face. Ils ont même perdu en 1224 le magnifique, très puissant port de La Rochelle, qui est devenu un port français. Donc, lors du traité de Paris, vous pouvez voir toute cette zone mauve qui a été attribuée au roi d'Angleterre Henri III en tant que duc d'Aquitaine ou de Guyenne, et qui devait reconnaître la vassalité du duc d'Aquitaine envers le roi de France, si bien que cette zone-là a connu de multiples conflits juridictionnels, en particulier en Limousin, en Périgord, en Agenais, par la suite en Saintonge, lorsque c'était réuni à nouveau au duché d'Aquitaine. À la fin du XIIIe siècle, dans la première moitié du XIVe siècle. C'est une des raisons pourquoi les rois d'Angleterre voulaient dominer le duché d'Aquitaine de manière souveraine, car les représentants du roi de France avaient tendance à exagérer, à vouloir s'immiscer dans toutes les décisions des sénéchaux de Gascogne ou des lieutenants du roi d'Angleterre. Ça, c'était plus haut. De temps à autre, le roi d'Angleterre envoyait quelqu'un qui était un grand seigneur anglais ou quelqu'un de sa famille, avait le titre de lieutenant du roi d'Angleterre en Aquitaine. Et lui, il avait des pouvoirs plus de vice-roi. Le sénéchal d'Aquitaine était déjà pas mal, mais un lieutenant, c'était quand même quelqu'un de plus haut placé et qui avait normalement des missions de plus haut vol, on va dire. Alors, je ne peux pas passer évidemment derrière le fait que la richesse principale de Bordeaux et de sa région était donc le vin, évidemment. Là, vous pouvez voir des petits dessins que l'on trouve sur un compte, pas un compte, un cartulaire regroupant plusieurs documents concernant la Gascogne et l'Aquitaine. Et on peut voir des vignerons et le travail de la vigne. Et vous pouvez constater que la vigne les grappes étaient récoltées avec une serpe sur votre gauche. Et sur des plans des vignes, finalement, qui étaient à hauteur d'homme en général. Pas toujours, mais en tout cas, là, on peut voir qu'il est obligé un petit peu de se lever pour réussir à récupérer des grappes de raisin. Et sur votre droite, vous voyez donc quelqu'un qui collecte, comme de nos jours, les grappes de raisin pour les amener à quelqu'un qui broyait ces grappes de raisin avec ses pieds, car à l'époque, il n'y avait en général pas de pressoir comme de nos jours. Et il y a un tonneau qui est représenté à côté de manière pas très à droite. C'était pas un grand dessinateur, hein, la personne qui a fait ça. Et ça se trouve dans un cartulaire, un recueil d'actes, si vous préférez, qui se trouve là aussi au National Archives de Londres, de Kew. Là, vous pouvez voir le volume d'exportation des vins de Gascogne, car il ne s'agissait pas que des vins de Bordeaux. Hein. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque, c'était vins de Gascogne, quand bien même ces vins ne venaient pas de Gascogne. Ça pouvait venir d'aussi loin que Gaillac dans l'Albigeois, ou aussi loin que le Périgord, que Cahors, etc. Alors là, il y a un tableau qui a été établi par mon ami Robert Blackmore, qui a écrit une thèse, on va dire, très importante et intéressante concernant le commerce anglo-gascon et ses répercussions sur la politique du duché d'Aquitaine. Elle est sortie, je crois, en livre il y a un an. Et il m'a, de manière sympathique, il a partagé avec moi ce tableau de l'exportation des vins de Gascogne vers l'Angleterre, vers Londres, et pas que Londres, mais vers l'Angleterre en général.
avec les données que l'on a actuellement, car le connétable de Bordeaux établissait chaque année le compte de la coutume de Bordeaux. Coutume voulait dire taxe. Et la grande coutume de Bordeaux, en particulier, était la plus grosse taxe qui était levée sur ces vins-là. Et on peut, grâce à cela, avoir une estimation des exportations des vins qui comprenaient donc les vins du bas pays. Les bas pays, c'était le diocèse de Bordeaux de l'époque. Et les vins du haut pays, c'était des vins qui venaient, qui étaient en amont de ce bas pays et qui provenaient d'endroits qui étaient dominés en général par le roi de France. Et le tonneau qui n'existe pas vraiment, c'est une unité de compte, était de 900 litres comme de nos jours. Alors, on peut voir que l'apogée de ce commerce, selon nos sources, est situé en 1308, 1309. Et en multipliant, on va dire, le nombre de tonneaux par chaque tonneau qui fait 900 litres, on arrive à la stupéfiante estimation de 92 millions, ben je pense bien, hein, 92 451 600 litres. Bon, on va dire une estimation très haute. Par contre, il y a quand même le problème de la peste noire et la guerre de 100 ans, qui fait que l'un des plus bas niveaux de ces exportations vers l'Angleterre et parfois un peu vers la Flandre arrive en 1348-1349 avec 5 330 700 litres. Et là, on peut retrouver grosso modo des niveaux d'exportation que de temps à autre, on croise par la suite de la guerre de 100 ans. Et aussi, mais en général, quand c'était des niveaux assez bas, c'était quand même 10 millions de litres, 15 millions, c'était un peu plus grand que ça. Enfin, vous pouvez voir le graphique, et ça peut vous donner une idée tout de même de ces exportations. Mais la grande époque reste quand même le début du XIVe siècle, où vraiment, au point de vue, je dirais, commercial, et même au point de vue démographique, l'Aquitaine avait à peu près, le duché d'Aquitaine avait à peu près 600 000 personnes. Et la ville de Bordeaux devait faire 30 000 personnes, ce qui faisait une ville équivalente à Londres à l'époque. Donc ça n'était pas rien. Là, vous voyez une carte qui a été dessinée par Sandrine Lavaux, qui est une spécialiste du vin de Bordeaux de l'époque. Et c'est une carte qui présente les vins du bas pays et les vins du haut pays après 1373. Parce qu'avant cette date, les vins du haut pays, donc qui n'étaient pas du diocèse de Bordeaux, que vous pouvez voir, il s'agit en fait de la ligne qui est un petit peu avec des points noirs. Donc avant cette date de 1373, les vins du haut pays ne pouvaient être vendus à Bordeaux qu'à partir du 11 novembre, donc assez tardivement. Les vins qui étaient prioritaires étaient les vins de Bordeaux, qui étaient possédés par des bourgeois de Bordeaux, des grands établissements ecclésiastiques, ainsi que les vins du diocèse de Bordeaux. Après 1373, cette autorisation fut même repoussée à Noël. Et évidemment, c'était des revendications qui ont été admises par le roi d'Angleterre, qui provenaient des citoyens de la commune de Bordeaux. Donc, ils étaient privilégiés, car en plus, ils ne payaient pas la grande coutume au roi d'Angleterre. Donc, ils pouvaient vendre au même prix leur vin, tout en ayant plus de marge que la plupart des autres exportateurs de vin de la région. En fait, ce commerce a été réglementé en 1302 par le roi-duc Édouard Ier, on dit roi-duc, c'est roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, hein, aux marchands gascons pour vendre leur vin en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils pouvaient le vendre à qui ils voulaient, ils pouvaient résider où ils le voulaient, le vendre en détail ou en gros, etc. etc. Mais suivant les protestations des autres marchands, la charte de 1303, qui est surnommée Carta Mercatoria en latin, est étendue aux autres vendeurs de vin, la plupart, donc ils ont étendu la plupart des mêmes droits. Toutefois, lorsqu'il y avait un litige commercial portant généralement sur du vin, de la vente de vin, il y avait eu à partir de 1302 donc la création de commissions bipartites avec 50% de Gascons et 50% d'Anglais. Vous vous doutez bien que les Gascons avaient émis des réserves sur des commissions ou des tribunaux qui étaient composés exclusivement d'Anglais ou essentiellement d'Anglais, car c'était à leur détriment. Vous pouvez voir sur le milieu de la page et à votre droite la charte donnée en 1363 aux Vintners de Londres par le roi-duc Édouard III.
et ainsi que les armes, les armoiries si vous préférez, qui représentent des tonneaux de la compagnie des vinetiers de Bordeaux, c'est The Vintners Company, qui existe toujours dans l'ancien quartier de la Vineterie. Ils ont toujours un établissement, toujours, on va dire, un immeuble qui est en fait du XVIIIe siècle, hein, car avec le grand incendie de Londres au XVIIe siècle, il ne reste plus grand-chose du Londres médiéval. Toujours est-il qu'il existe toujours dans l'ancien quartier de la Vineterie, et Vintry, ça veut dire le quartier du vin. On y trouvait par exemple des rues comme la rue de l'Aréole, car à l'époque l'Aréole faisait du vin, contrairement à nos jours. Et ils y obtenaient donc le monopole de l'achat en gros des vins de Gascogne. Mais évidemment, ce privilège a été, on va dire, contesté par les marchands gascons. Le vin de Gascogne donc, était la principale recherche du duché d'Aquitaine de Guyenne, et donc le principal moyen de corruption au niveau local. On en a la preuve avec le procès du Bordelais Guillaume Bonnéou, en français Guillaume Bonnel. Guillaume Bonnéou, c'est en latin, en gascon, qui s'est déroulé à partir de février 1389. Là, c'est un procès, en fait, qui est un registre que l'on retrouve aux Archives nationales françaises, donc actuellement à l'annexe des Archives nationales, qui se trouve à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. Alors, Guillaume Bonnéou a été juge de Gascogne de 1375 à 1383, donc il avait vraiment un juge des appels, il recevait les appels du duché, de tout l'ensemble du duché d'Aquitaine. Puis il a été clerc de la ville de Bordeaux de 1383 à 1388. Clerc, c'était quasiment le directeur de l'administration, si vous préférez, de la commune de Bordeaux à l'époque. Et on le voit régulièrement recevoir des tonneaux de vin en guise de paiement provenant d'établissements religieux comme Saint-Seurin, le chapitre cathédrale de Saint-André, l'abbaye de Sainte-Croix, etc., etc., ainsi que de Bordelais, de quelques particuliers de Bordeaux et de la région. Et donc, lorsqu'on l'arrête en 1388 et qu'on fait son procès en 1389, il est accusé de corruption. Mais franchement, il ne devait pas être le seul à être corrompu par ce moyen, car il avait été arrêté vraisemblablement pour des raisons politiques, mais étant finalement assez chanceux et sans doute avec un réseau très important à Bordeaux, il a été certes emprisonné en Angleterre pendant quelques temps, mais ensuite a été relaxé et a été blanchi de ces accusations. Alors les Anglais à Bordeaux. Les Anglais à Bordeaux n'étaient pas au château de Lombrières. On les trouvait beaucoup dans les quartiers Saint-Pierre et aux Salinières. C'était principalement là qu'ils étaient regroupés. Et là, on peut trouver au musée d'Aquitaine actuellement la plaque-tombe du marchand anglais John Scott, qui est mort vers 1394, et de sa femme Christiana. Je ne sais pas si elle était gasconne ou anglaise, car ce nom est sous une forme latine dans son testament. Son testament est conservé de nos jours aux archives départementales de la Gironde. Alors, à l'origine, cette plaque-tombe se trouvait en l'église Saint-Pierre de Bordeaux, car il était un résident de ce quartier. Néanmoins, on trouvait des Anglais ailleurs, et des Anglais, ou alors des descendants d'Anglais, parce qu'ils avaient gardé le nom de famille anglais, comme Kemp, par exemple, qui étaient peut-être devenus gascons, mais le nom anglais a survécu, et j'ai croisé dans le procès de Guillaume Bonnéou des personnes qui s'appelaient John, par exemple, Kemp, qui était un notaire, un autre qui était tanneur, artisan, donc, et ils n'étaient pas du tout tous marchands et ne roulaient pas tous sur l'or, hein. Donc, il y a quand même eu une présence anglaise que l'on ne retrouve pas de cette manière-là, en tout cas à Bayonne, qui était la seconde ville du duché d'Aquitaine anglo-gascon, des rois d'Angleterre, duc d'Aquitaine. Et donc, c'est essentiellement un phénomène bordelais qui est plutôt circonscrit, comme je vous l'expliquais, au quartier Saint-Pierre, au quartier des Salinières, Saint-Michel, etc. Il y en avait ailleurs, hein, sans doute, mais c'est essentiellement là qu'ils étaient regroupés. Là, nous voyons une photo de l'ancienne rue Poitevine parce que les ducs d'Aquitaine, à partir du XIe siècle, avaient conquis la Gascogne et avaient conquis Bordeaux. Et donc, des Poitevins s'étaient installés près du château de Lombrières. Là, c'est une rue qui a été détruite lors de la constitution du cours Victor Hugo, attendez que je réfléchisse, d'Alsace-Lorraine, excusez-moi. Et c'est le cadre de la rencontre entre deux bourgeois de Bordeaux, deux citoyens de Bordeaux,
Juan Bulumer et Bertrand Ozanne, vers 1400, au moment où il y a eu un changement de dynastie en Angleterre, où le roi légitime Richard II de Bordeaux, né à Bordeaux, j'en parlerai plus tard, a été remplacé par Henri IV de Lancastre, qui l'a fait assassiner. Et donc, il y a une partie des Bordelais qui n'étaient pas tellement contents de cette affaire-là et qui voulaient se départir, comme on l'expliquait à l'époque, c'est-à-dire partir de la domination des rois d'Angleterre. Et en fait, Bertrand Ozanne raconte à Joan Boudemer, quand il le rencontre dans la rue, qu'il devait se partir de la domination anglaise, car les Anglais vraiment exagéraient. Il y avait 2 bateaux anglais qui étaient sur la Gironde, qui avaient coupé des arbres fruitiers à Mâcon, et avaient en fait volé des fruits sur leur bateau, et disaient il est temps de mettre fin à cette union avec l'Angleterre. Et là, Joan Boumet a répondu non, c'est pas possible, car les pauvres, on va dire, paysans, et toutes les personnes comptent sur l'Angleterre déjà pour vendre leur vin, qui est la principale richesse du duché, mais en même temps pour récupérer de l'Angleterre du blé, des produits transformés comme je sais pas, des peignes par exemple, ou des draps qui étaient faits en Angleterre et qu'on ne faisait pas dans ces quantités-là, en tout cas sur place. Et ça a finalement, ça s'est terminé en un duel judiciaire devant le roi d'Angleterre Henri IV à Nottingham, un petit peu après, quelques années après, mais le roi d'Angleterre a dit arrêtez, arrêtez, car Jean de Bouloumet et Bertrand Ozanne avaient la quarantaine, ce n'étaient pas du tout des hommes d'armes, ils ne savaient pas se combattre, et en fait, ni l'un ni l'autre ont été vainqueurs de ce duel judiciaire. Mais ça a sûrement amusé pas mal les nobles anglais et aussi le roi d'Écosse qui était prisonnier du roi d'Angleterre et qui se trouvait à Nottingham à l'époque. Là, justement, il ne faut pas croire que la vie à Bordeaux était un long fleuve tranquille, même si les Bordelais, à la base, en général, étaient des soutiens du roi d'Angleterre. Il y a eu quand même des sortes de guerres civiles. Alors, la plus connue, c'est la guerre civile qui s'est passée au milieu du XIIIe siècle entre les familles Solé et ceux de la famille Colomb. Alors, c'était 2 grandes familles patriciennes de Bordeaux, donc qui avaient beaucoup d'argent et d'influence. Et toutes les familles, ou quasiment toutes les familles patriciennes de Bordeaux, avaient leur hôtel particulier dans la rue Neuve. Et pourquoi Neuve? Tout simplement parce qu'elle avait été construite récemment. Au milieu du XIIIe siècle, c'était une rue qui avait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'elle s'appelle la rue Neuve. Et que ce nom, finalement, qui est tout à fait erroné de nos jours, puisque c'est une des plus vieilles rues de Bordeaux qui existe encore, a subsisté jusqu'à nos jours. Alors, la rue Neuve était, comme je vous l'explique ici, le centre névralgique du patriciat bordelais. Et le 28 juin 1248, il y a eu un affrontement entre les partisans de la famille Solé, ou Solaire si vous préférez, on dirait de nos jours Soulé, et ceux de la famille Colombe, soutenus, eux, par le lieutenant du roi-duc d'Aquitaine, Simon de Montfort. Ce n'est pas le Simon de Montfort de la croisade contre les Albigeois, les Cathares, c'est l'un de ses fils qui est devenu comte de Leicester en Angleterre. Et donc, vous pouvez voir à votre droite un membre de la famille des Montfort qui est représenté sur le vitrail de la cathédrale de Chartres, ainsi qu'à votre gauche la maison médiévale 13e, 14e siècle de l'impasse de la rue Neuve, qui est considérée de nos jours comme la plus vieille maison de Bordeaux. Après tout, c'est possible. Actuellement, c'est le cas, mais il est possible que si on peut découvrir dans l'avenir, en perçant un immeuble, en le restaurant, d'autres vestiges de cette époque-là dans ce quartier-là. Alors là, vous avez la reconstitution, plus ou moins bonne, par Jean-Claude Golvin de l'hôtel de ville Saint-Éloi. Comme je vous l'ai expliqué, c'était Saint-Élégie en gascon. Et on peut voir donc une grosse cloche qui est assez différente de notre époque. Vous avez toujours la grosse cloche qui ressemble à peu près à ce que l'on connaît de nos jours, qui devait être couverte de tuiles et pas du tout voilà, j'ai un trou, et pas du tout des ardoises actuelles. Et c'était le cas aussi de l'ensemble des monuments que vous pouvez voir ici. Donc c'était une vision un petit peu septentrionale, puisque cette manière de couvrir les bâtiments publics, est arrivée à partir du XVIe siècle essentiellement. La grosse cloche avait devant elle un système défensif que l'on peut parfois comprendre, un petit peu voir dans les armoiries, les armes de la ville de Bordeaux. Il y avait devant les doubles tours qui étaient réunies, que l'on peut voir de nos jours, 4 tours qui formaient un châtelet d'entrée.
Et si vous allez dans un magasin de bricolage sur le cours Victor Hugo, vous pouvez voir les bases de l'une des tours, de la tour la plus à gauche pour vous, qui est encore là. Et la base de l'autre tour qui était en face se trouve dans une banque, mais je crois qu'à cause des événements des Gilets jaunes, la banque qui avait finalement cette pièce a fermé la vitre et on ne peut plus voir la rondeur, on va dire, presque du mur. Alors, de l'autre côté, on peut voir à votre droite l'église Saint-Éloque qui existe encore, mais qui a connu pas mal de modifications après la période anglo-gasconne ou anglaise, en particulier dans la seconde moitié du XVe siècle, et l'hôtel de ville proprement dit, qui se trouvait donc à votre gauche et dont une partie existait encore au XVIIIe siècle, après un incendie en 1755. Et derrière la grosse cloche, la rue Saint-James, j'insiste, pas Saint-James, ça ne vient pas du tout de l'anglais, ça vient du gascon, de la langue d'oc, qu'importe Jam ou Jacme, qui veut dire Jacques. Et elle se poursuivait plus loin par la rue du Mirail, qui était appelée parfois la grande rue Saint-Jacques, où il y avait une église où les pèlerins se reposaient, qui s'appelait donc l'église Saint-Jacques, Saint-James, dont un vestige subsiste encore en tant que garage privé, mais qui date en fait de la seconde moitié du XVe siècle, en tout cas la version actuelle que l'on a, et qui est postérieure donc à l'époque anglo-gasconne. Ensuite, en 1374, il y a eu la tentative d'une prise de pouvoir d'une partie des Bordelais, mais cela, finalement, n'a pas eu de conséquences par la suite. Alors, rapidement, je vais vous montrer quelques figures du Bordeaux médiéval. À votre gauche, la reconstitution d'une statue en polychrome du XIVe siècle de Saint-Seurin, qui se trouvait sur le portail d'entrée de Saint-Seurin jusqu'au XIXe siècle, jusqu'aux travaux du XIXe siècle. Et on peut voir que donc, le bas Moyen-Âge est un siècle très, très coloré. À votre droite, le couple royal du XIIIe siècle, au-dessus du portail royal de la cathédrale de Bordeaux, qui pouvait peut-être représenter le roi d'Angleterre Henri III et sa femme, ou alors Édouard Ier et sa femme Éléonore de Castille, on ne sait pas trop, ou alors c'était des rois et reines de l'Ancien Testament. La rue Arnaud-Miqueux, la plupart des gens vont dire Arnaud-Miqueux, en fait Miqueux c'est Miqueu en gascon, et même on pourrait dire la rue Arnaut-Miqueu, ça change beaucoup quand on le dit en gascon, qui était l'un des deux jurats de Bordeaux qui a dirigé une expédition armée pour prendre le château de Budos en 1421, qui était du parti français. Là, on peut voir le captal de Buch, le sceau du captal de Buch, l'un des guerriers les plus importants, des chevaliers les plus importants de la guerre de Cent Ans, qui est mort en 1376, et dont on peut voir une plaque qui est encore dans la chapelle de Windsor, où dernièrement le prince Philippe a été enterré, car il a été l'un des créateurs de l'ordre de la Jarretière, le plus important ordre de chevalerie et encore ordre honorifique de la Grande-Bretagne de nos jours, et qui était aussi seigneur à Bordeaux du Pipolin. Le Pipolin, c'est l'hôtel de l'intendance. Il y a encore une tour romaine très très modifiée au XVIIIe siècle dans la rue Paul Painlevé. Et donc évidemment, ça se situe à côté aussi de la place de Pipolin. Vous pouvez voir sur votre droite une représentation de cet hôtel Pipolin avec un bâtiment très étroit en hauteur ainsi qu'une tour ronde. Et bizarrement, le captal de Buch avait un cimier, c'est-à-dire au-dessus du casque, avec un homme avec des larges oreilles, des oreilles de lapin. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un autre grand seigneur de cette époque-là, un peu plus tardif, c'est le Soudan de la Trave, on dirait de nos jours, parce qu'il y a encore le château en ruine de la Trave près de Villandreau, qui s'appelait Arnaud Bernard IV de Pressac, qui est mort en 1394, qui était seigneur d'Arbanat, pas loin de Bordeaux, mais aussi de Portets, et chevalier de la Jarretière également. Il a été enterré à Bordeaux dans l'église des Carmes, qui n'existe plus, qui était du côté de la porte Saint-Julien, la porte d'Aquitaine actuelle, donc près de la place de la Victoire. Ensuite, on ne peut pas éviter Édouard de Woodstock, dit le prince noir à partir au moins du XVIe siècle, qui était fils aîné du roi d'Angleterre Édouard III, prince de Galles, puis prince d'Aquitaine de 1362 à 1372. Il a séjourné à Bordeaux à plusieurs reprises en étant logé avec sa cour au palais de l'archevêque de Bordeaux, qui laissait son palais à l'usage du prince. A été présent lors de la lieutenance
de sa lieutenance en Aquitaine, où il a même réussi à vaincre le roi de France, Jean de Lebon, à la bataille de Poitiers en 1356, puis de nouveau en tant que prince d'Aquitaine, donc avec des plus grands pouvoirs, entre 1363 et 1367. Mais dans la dernière partie de son séjour en Aquitaine en tant que prince, il a privilégié Angoulême et sa région de 1366 à 1370. Et on peut voir son gisant qui se trouve encore actuellement à la cathédrale de Canterbury, ou Canterbury, ainsi qu'une représentation moins militaire de sa personne avec sa couronne princière, ainsi que le sceptre, qu'on peut retrouver aussi sur des pièces de l'époque qui ont été frappées en argent et en or, qui sont assez, celles qui ont été frappées en or sont assez magnifiques. On peut encore, je crois, normalement, en voir quelques-unes au musée d'Aquitaine, à la section du Bordeaux médiéval. Et je vous ai mis à gauche l'écu de paix qui était utilisé lors des tournois du prince Édouard. Et c'est probablement ça qui est l'origine de son surnom de prince noir. Et c'était des tournois qui étaient organisés en Angleterre, il n'en a pas fait en Aquitaine, mais dans sa jeunesse, il était entièrement revêtu de noir avec des plumes d'autruche, ainsi que un mot qui s'appelait Ijdin, qui était probablement issu d'un roi de Bohême. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, on peut voir ici une représentation de l'étendue de la principauté d'Aquitaine obtenue au traité de Bretigny-Calais en 1360. Et le 19 juin 1362, le roi d'Angleterre Édouard III a donné par une charte la principauté d'Aquitaine à son fils, le prince noir. Vous pouvez voir une représentation de ce don qui a été fait au prince Édouard de Woodstock. C'était une conséquence de la bataille de Poitiers de 1356 et de la capture du roi de France Jean de Lebon. Et pour pouvoir être libéré, il a dû payer une rançon faramineuse ainsi que laisser l'Aquitaine, une grande Aquitaine aux Anglais, en toute souveraineté. Bon, officiellement, c'était le cas. La guerre est repartie par la suite, car le roi de France Charles V a refusé que l'Aquitaine soit tenue par le prince ainsi qu'Édouard III en toute souveraineté, si bien que l'Aquitaine, qui est restée à la fin des années 1370 aux Anglais, correspondait à la zone entre Bordeaux et Bayonne, la zone traditionnelle où les Anglais où les Gascons occidentaux étaient considérés comme anglais, c'est-à-dire fidèles à la couronne d'Angleterre. D'ailleurs, ils n'étaient, dans ce contexte-là, pas considérés comme des Français, puisqu'ils n'étaient pas soumis au roi de France, ils se disaient eux-mêmes Gascons, et ils étaient donc des sujets du roi d'Angleterre. Alors là, vous pouvez voir le roi d'Angleterre Richard II de Bordeaux, qui a régné de 1377 à 1399. C'était le fils du prince noir, qui est né le 6 janvier 1367 au palais archiépiscopal de Bordeaux, donc collé à la cathédrale, et baptisé à la cathédrale de Bordeaux. Et à ma connaissance, il est le seul roi qui soit né à Bordeaux. Bon, il a mal fini, il a été, comment dire, dépossédé de sa royauté par son cousin Henri de Lancastre, et il est mort de faim dans une prison anglaise. On peut voir ici la plaque tombe de Thomas Swinburne, qui était maire de Bordeaux de 1405 à sa mort le 9 août 1412. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des maires de Bordeaux à partir du milieu du XIVe siècle sont d'origine anglaise et nommés par le roi d'Angleterre. Ça ne veut pas dire que la commune de Bordeaux n'avait pas son mot à dire, au contraire, le maire avait été le représentant du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, mais il n'avait pas tout pouvoir sur la commune de Bordeaux, loin de là. Il devait beaucoup négocier avec les jurats, avec les représentants de la ville. Il a tout de même participé aux côtés des Bordelais à la défaite navale des Français devant Bourg-sur-Gironde en 1406, car il y a eu une grande offensive française pour conquérir l'Aquitaine des rois d'Angleterre en 1406 et 1407. Enfin, le fameux Pey Berland, et non pas Pey Berland, Pey veut dire en gascon garonnais Pierre, tout simplement. C'est Pierre Berland. Et d'ailleurs, c'est une faute de l'écrire avec un tiret entre Pey et Berland. Pey Berland, qui a été un archevêque de Bordeaux de 1430 à 1456. Alors, c'était un médocain pur sucre et qui n'était pas noble, issu tout de même d'une famille de médocains relativement aisés, qui étaient des paysans tout de même. Il est né à Avincent, dans un lieu dit, je ne me rappelle plus la commune, dans le Médoc.
Mais il a été mis à l'écart en 1456 par les autorités françaises car il a été suspecté de tendance pro-anglaise, ce qui était tout à fait le cas puisque la plupart, tous les Bordelais de l'époque étaient dans ce cas-là. Ils n'étaient pas plus ni moins, je veux dire, c'était pas un être exceptionnel par rapport aux Bordelais de l'époque. Et par la suite, les Bordelais ont voulu qu'il devienne un saint. Donc il y a un processus de canonisation, pourtant soutenu du bout des lèvres peut-être, mais soutenu par le roi Louis XI, qui a régné de 1461 à, si je ne m'abuse, 1482. Mais ce processus de canonisation qui a été réédité au XIXe siècle a échoué. Donc Pey-Berland est un bienheureux, mais n'est pas un saint. Et je vous ai mis sur votre droite le sceau de l'Université de Bordeaux, enfin en tout cas une reproduction en cuivre, du sceau de l'Université de Bordeaux, fondé par Pey-Berland en 1441, sans l'aide d'ailleurs du roi d'Angleterre, contrairement à l'Université de Rouen, parce qu'il possédait encore la Normandie jusqu'en 1450, le roi d'Angleterre, Henri VI, et l'Université de Rouen, je crois de Rouen ou de Caen, je ne sais plus, de Rouen sans doute, a été fondée par les autorités anglaises, mais par la volonté du roi. L'université de Bordeaux, c'est une volonté locale qu'il a fondée. Mais cette université-là a toujours un peu végété d'après nos connaissances et n'a jamais acquis la renommée et la puissance qu'avait l'université de Toulouse, fondée en 1229 après la croisade contre les Albigeois, qui en fait était attiré la plupart des brillants élèves bordelais de la région. Et j'ai oublié de vous mentionner sur votre gauche le fameux campanile, surnommé toujours campanile de Pey-Berland, qui a été construit encore sous son épiscopat. Alors, la conclusion. Vous avez la reddition de Bordeaux aux Français en juin 1451. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, c'était une situation de pré-guerre civile, on pourrait dire. Il n'y avait plus d'argent dans les caisses, la Normandie avait été perdue en 1450, donc Bordeaux a été forcé de se soumettre aux Français, au roi de France Charles VII, en juin 1451. Néanmoins, à cause des impôts que devaient les Français, qui étaient plus durs qu'à l'époque anglaise, et à cause finalement d'un sentiment pro-anglais, car ils considéraient que le roi d'Angleterre était leur seigneur naturel, on dirait à l'époque, on dirait maintenant légitime, puisque descendant d'Aliénor d'Aquitaine, ce qui n'était pas le cas du tout du roi de France. Il y a eu un soulèvement pro-anglais en octobre 1452 quand l'armée de secours du général anglais John Talbot est entrée par une porte de la ville qui avait été ouverte à l'avance par des Bordelais, et il y a eu une sorte de chasse à l'homme pour les Français et Bretons qui étaient en garnison dans la ville. Et le Breton Olivier de Coëtivy, qui était le maire de Bordeaux, je pense à l'époque, maire imposé évidemment par le roi de France, a été fait prisonnier et a dû payer une lourde rançon. Après, vous voyez sur votre gauche une représentation contemporaine actuelle de la bataille de Castillon, qui s'est passée le 17 juillet 1453 et qui montre un peu le type d'armement qu'avaient les Français et les Anglais, les Anglo-Gascons à l'époque, car l'armée de Talbot était constituée à moitié d'Anglais, à moitié de Gascons. Et quand vous regardez le spectacle de Castillon de nos jours, bon, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité de la bataille de l'époque. En particulier, ils n'utilisaient pas les fleurs de lys ou les léopards, mais les Anglais et les Anglo-Gascons utilisaient la croix rouge sur fond blanc, croix droite rouge sur fond blanc, et les Français, la croix rouge blanche sur fond rouge, donc l'opposé. La croix rouge sur fond blanc était l'emblème c'est encore utilisé par l'Angleterre, en particulier lorsqu'il y a des matchs de foot de l'Angleterre. C'était la croix de Saint-Georges, un saint militaire, et la croix des Français, à partir du début du XVe siècle, était la croix de Saint-Michel, qui a été encore utilisée au cours du XVIe siècle. Sur votre droite, vous voyez la reddition de Bordeaux, la seconde, en octobre 1453, qui a été beaucoup plus dure que la première, puisque les Bordelais, après avoir fait serment à Charles VII, s'étaient révoltés. Donc là, c'est la fin, on va dire, le 9 octobre 1453, de l'Aquitaine anglo-gasconne telle qu'on l'a connue. Et à cause de la révolte pro-Talbot et pro-anglaise de 1452, le roi de France Charles VII n'était pas du tout confiant dans les sentiments des Bordelais. Donc, il a fait construire 2 fortifications
à Bordeaux. Le premier, c'est le château de Trompette ou Troupette en gascon, puisque le quartier s'appelait comme ça auparavant, et ça n'avait rien à voir avec une trompette. Donc le château de Trompette, qui a été construit dans les années 1450 et 1460 pour tenir Bordeaux. Il disait tenir en bride, sous le fer Bordeaux, c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'intention de tenir la ville non seulement contre une future invasion anglaise qui serait venue de la Garonne, de la Gironde, mais aussi contre une rébellion des Bordelais. Et donc, cette forteresse-là se trouve sur l'actuelle esplanade des Quinconces. Et donc, la partie qui est la plus basse, c'est le côté vers la mer, comme ils disent, parce que comme j'essaie de trouver mes mots, excusez-moi, comme la marée va jusqu'à l'Aréole, c'était considéré comme la mer, la mare en gascon. Et donc, cela contrôlait l'entrée de Bordeaux du côté de la Gironde de la Garonne, et le côté que vous pouvez trouver sur votre gauche, c'était le côté vers la ville pour contrôler la ville de Bordeaux. Ce n'était pas très apprécié par les Bordelais. Hein. Et ce château de Trompette a été ensuite transformé au XVIIe siècle avec une forme beaucoup plus qui ressemblait donc par Vauban et par des ingénieurs militaires, avec une physionomie beaucoup plus en étoile, et qui avait le double de la superficie de ce château-là, qui a été un peu inefficace lors des révoltes contre la Gabelle, où le peuple bordelais a crié « Guyenne, Guyenne », c'est-à-dire Aquitaine, Aquitaine, contre le cri « France », emportant la croix rouge des Anglais. Et lors de la fronde aussi, le château a été assiégé, a été pris. Donc c'est pour ça que Louis XIV a largement modernisé et a tout changé, a créé un nouveau château Trompette qui était détesté des Bordelais, qui a été détruit en partie après la prise de la Bastille en 1789. Enfin, ils ont construit également le fort du Ha, construit au même moment et les mêmes motivations, mais avec une composante un peu plus, je dirais, palatiale, puisque le représentant du roi de France, le sénéchal de Guyenne, devait vivre là. Et on peut encore voir d'ailleurs là, je vous les ai indiqué, la tour de la Poivrière sur la droite du dessin, et la tour dite des Anglais, qui n'a rien d'anglais, hein, qui est encore présent à côté du palais de justice. Et dans ce fort du Ha, ou château du Ha, a résidé pendant quelques années, 3 ans à peu près, le duc de Guyenne, d'Aquitaine, Charles de Valois, le frère cadet de Louis XI, auquel Louis XI a été obligé de donner un apanage, et qui a vécu dans ce château-là entre 1469 et sa mort en 1472. Donc, vous voyez par tous ces aspects-là que le concours des Bordelais au royaume de France, on va dire, la fidélité envers Charles VII n'était pas du tout acquise. Et c'est sous Louis XI que Louis XI, un fils de Charles VII, à partir de 1461, et en particulier en 1462, lorsqu'il est venu à Bordeaux, a assoupli, on va dire, les conditions de la reddition, a redonné des privilèges, c'est-à-dire des droits à la commune de Bordeaux, et a ainsi aussi redémarré le commerce des vins de Gascogne vers l'Angleterre pour pouvoir finalement faire vivre la région. Alors voilà, c'était un peu une présentation générale de Bordeaux et de sa région sous les rois d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et j'espère que cela vous a un petit peu intéressé. J'aurais pu parler de 36 000 affaires, des faits qui se sont passés, de révoltes, de tout ce que vous voulez, mais j'ai voulu vraiment ramasser cela pour vous faire une vision générale de cette époque-là et de ce patrimoine malheureusement immatériel de nos jours, car le Bordeaux que l'on a de nos jours, comme vous l'expliquez, est un Bordeaux essentiellement construit à partir des années 1750 jusqu'à la fin du 19e siècle. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Alors, merci à vous, merci cher Monsieur Pépin pour cette promenade historique si riche dans ce Bordeaux à l'époque anglaise, si vivante aussi. Vous nous avez tenu la main et fait vivre à l'époque
des rois, des ducs rois d'Aquitaine. Alors, je vais laisser le micro à Marion qui a pour charge de reporter auprès de vous les questions qui ont été données par nos auditeurs. Oui, déjà, merci à vous, Monsieur Pépin, et puis merci aux nombreuses questions qui nous sont parvenues. Je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre, et puis on va essayer d'en faire le tour dans le temps qu'il nous reste. Une première question demandait en fait s'il y avait des fouilles archéologiques qui étaient en cours à Bordeaux et qui concernaient cette période. Je ne suis pas archéologue, donc je ne me lancerai pas dans ce genre de… de toute façon, dès qu'il y a en général un chantier pour une rue, il y a des tranchées qui sont ouvertes et il y a donc des fouilles archéologiques préventives. Alors, je ne suis pas au courant, malheureusement, de toutes les fouilles préventives. Il y a des fouilles qui m'intéresseraient beaucoup, qui sont antérieures à la période dont je vous parle, qui pourraient se situer à Saint-Projet, à la place Saint-Projet, car le premier palais, premier château, on va dire qu'il y avait palais qu'il y avait à Bordeaux, se trouvait pas à Lombrières, mais là, se trouvait à Saint-Projet. Et il y avait aussi la frappe de la monnaie dans cet endroit-là. Mais bon, non, actuellement, je ne suis pas au courant de fouilles archéologiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. À mon avis, il y en a assez régulièrement lorsque l'on fait des fouilles de sauvetage, quand on construit un nouveau bâtiment, des parkings, etc. Du coup, je me permets du coup d'informer sur une des fouilles éventuellement et il me semble encore en cours sur la place Péberlan à l'occasion des travaux de plantation à venir Ah oui, sur la oui. place. Il y a notamment une partie qui est en face de l'entrée ouest de la cathédrale et les archéologues s'attendaient à trouver des vestiges d'une des enceintes, notamment de la deuxième enceinte, donc la première partie du Moyen-Âge. Pour l'instant, ce n'est pas probant, mais bien évidemment, il faut attendre que les fouilles s'achèvent, qu'il y ait un rapport qui paraisse, qu'ils puissent étudier en fait tous les éléments qu'ils auront trouvés. Et il y a quelques années, alors je parle de là, il y a 15 ans peut-être, ou plus, il y a eu des fouilles devant l'une des entrées de la cathédrale. On avait trouvé la base d'un clocher roman qui apparemment n'était pas très stable car le sol de Bordeaux est un peu, n'est pas très sûr toujours. Et l'entrée romane, en fait, c'est une entrée de l'époque romane, de la cathédrale de Bordeaux romane qu'a connue Aliénor d'Aquitaine, a été sur le point peut-être de tomber. Alors, je crois qu'ils l'ont démantelé au cours du Moyen-Âge pour le remplacer par le portail. Je ne me rappelle plus son nom. Ce n'est pas le portail royal, c'est le portail où on voit un pape avec des différents évêques, vous voyez. Portail Nord, oui, oui. Le portail nord, voilà. Je vois également que Pierre Régaldo est parmi nous, qui a longtemps travaillé à la Direction régionale des affaires d'Aquitaine et fait partie de la Société archéologique. Il lève la main, donc je me permets d'essayer de réactiver son micro pour lui laisser la parole. Il est sans doute plus au courant que moi de ce genre de… Oui, mais j'ai appris beaucoup de choses quand même en t'écoutant. Merci, Guillaume. C'était très riche d'images en particulier. Et oui, sur l'archéologie à Bordeaux, les fouilles qui ont été menées et qui viennent de s'achever sur la place Péberlan n'ont pas atteint les époques qu'abordait Guillaume. Hein. Le plus ancien était du XVIe siècle. Et sur la place Saint-Projet, où il y a eu une intervention aussi, un diagnostic lourd, on a atteint des époques antérieures. Et ce n'était qu'une place dans l'endroit qui a été ouvert, ce n'était qu'une place, donc juste des sols de rue, des sols extérieurs pour les époques anglo-gasconnes. Voilà. C'est l'archéologie, on ne peut pas savoir ce que l'on découvre à l'avance. Oh, on a des petites idées avant de le découvrir. Hein. Quand même, le 16e, par exemple, sur la cathédrale, on avait déjà des plans du 17e qui étaient Oui. Mais enfin bon, pardon, je ne veux pas… Non, mais pour les périodes antérieures, on n'a pas de documents architecturaux. C'est un peu compliqué de trouver, de savoir exactement où ça se situait. Même si on savait, on sait très bien où se trouvait le cloître de la cathédrale, qui a été démantelé au XIXe siècle. On sait où ça se situait, mais ça a été remplacé par la presbytère, je pense, de la cathédrale.
Donc, Vous tendez une perche absolument magnifique par rapport à une autre question qui nous a été posée à propos du cloître et qui nous demandait à quelle période justement il avait été construit. je crois que peut-être Pierre Rigaldo va me corriger. Je pense que c'est plutôt du XIIIe, XIVe siècle à peu près. Voilà. Alors, voilà, Pierre Rigaldo vient de vous réactiver le micro. Oui, merci. Il y en a eu 2 cloîtres, autant que l'on oui, puisse. on a trouvé à quoi on appelle ça, les chapiteaux romans. Oui, oui c'est vrai. Il y a les chapiteaux romans, disons 1150, qui sont à peu près 1150, qui sont au musée d'Aquitaine, qui étaient dans les murs du cloître au moment du cloître 13e, au moment de sa démolition, et le cloître non pas 13e, 1330 si mon souvenir est exact, mais là je suis pas tout à fait sûr de ma date, pour le cloître démoli au 19e siècle. D'accord. Et qui a laissé place à, je ne sais pas si c'est le cours Oui. d'Alsace-Lorraine, c'est ça? La partie sud de la place Péberlan. Et il y a eu des sondages au moment qui ont montré des éléments, mais c'était très, très, très arasé, très démoli. Bon, peu importe. Il y avait beaucoup d'autres choses que d'éléments archéologiques à voir dans tout ce que tu nous as dit. Une question que je vois là écrite. Est-ce que les documents de l'époque étaient rédigés en gascon, en latin ou en anglais? Alors, j'ai rapidement expliqué que dès que c'était ecclésiastique ou ça avait un certain prestige, c'était en latin. Il n'y a pas de règle absolue. Parfois, il pouvait y avoir des documents qui étaient tout à fait des testaments, des choses beaucoup plus privées qui pouvaient être en latin. Mais sinon, la langue vernaculaire de Bordeaux à l'époque, et qui a été encore très vivante jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle à Bordeaux. J'ai un écrit de 1867 qui raconte que vraiment, là, ça a connu dans la seconde moitié du 19e siècle un déclin, un grand déclin. Mais la langue vivante à Bordeaux, c'était la langue vernaculaire, c'était le gascon. Et jusqu'au début du XVIe siècle, jusqu'aux années 1520, même avant l'édit de Villers-Cotterêts, le gascon a été petit à petit, enfin assez rapidement plutôt, remplacé par le français. Mais avant cette époque-là, les documents rédigés en français étaient assez rares. Il y en avait quand même parce que les Anglais, lorsqu'ils venaient, les Anglais surtout éduqués et nobles, lorsqu'ils venaient en Gascogne, en Aquitaine, étaient francophones. Il faut savoir qu'il y avait le français d'Angleterre, qu'on appelle aussi anglo-normand. Et donc, ils utilisaient le français comme langue. Sinon, la langue, comme je vous dis, populaire, écrite dans nombre d'écrits que l'on retrouve dans les archives départementales de la Gironde, entre autres pour Saint-Michel, pour Saint-Pierre, pour les paroisses et les différents établissements de l'époque, on en trouve plein, était en gascon. Donc, voilà. Et en anglais, non, pratiquement rien. Il aurait fallu rester uni l'Angleterre encore sous Henri VIII au XVIe siècle, etc., pour que l'anglais finalement joue le rôle du français dans le sens où sans doute ça aurait été la langue qui aurait peut-être, je dis bien, sans doute éliminé le gascon dans les documents locaux, mais l'Aquitaine a été, on va dire, perdue par les Anglais trop tôt pour que l'anglais ait une importance quelconque à ce niveau-là. Il était utilisé parfois lorsque certains grands seigneurs gascons envoyaient des pétitions au roi d'Angleterre et ils essayaient de faire ça avec un clerc anglais qui devait être au château de Lombrières. Mais c'est très rare. Du coup, nous avons également eu pas mal de questions à partir des nombreuses iconographies qui sont venues enrichir la conférence. Une première par rapport à la place du marché que vous montriez avec la grosse cloche en arrière-plan et notamment le pilori. Quelle était sa période de fonctionnement de ce pilori? Je sais qu'il y a des spécialistes, des archéologues, dont je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi, qui est spécialiste des piloris. Moi, je ne le suis pas. Toujours est-il que je sais qu'à la place du marché, je ne pense pas qu'il y avait d'exécution, c'était la place de Lombrières plutôt. Devant le château de Lombrières, c'était là que l'on a par exemple exécuté le seigneur le vicomte de Fronsac, une grande forteresse
à côté de Libourne, à la confluence de l'Isle et de la Dordogne, qui était également seigneur de Pommiers dans l'Entre-deux-Mers. Et Guillaume Sens IV de Pommiers allait se rallier aux Français en 1377, mais il a été dénoncé, etc. Il y a eu un procès et il a été exécuté avec une épée. C'est comme ça qu'on tuait les nobles, pas par une hache, sur la place de l'Ombrière actuelle. Il y a eu d'autres personnes qui ont été aussi exécutées devant, car c'était l'endroit où il y avait la justice. Même avant la création du Parlement de Bordeaux par le roi de France, le juge de Gascogne, les différents juges d'appel se trouvaient dans le palais de l'Ombrière, au château de l'Ombrière plutôt. Voilà. Alors, si vous m'autorisez, le pilori, pour le peu que j'en sache, à l'occasion des jours de marché, ce qui était quasiment quotidien, ceux qui avaient fauté étaient exposés à la vindicte populaire sur le pilori. Et comme on peut le voir parfois dans des scènes au cinéma, eh ben, on invectivait celui qui avait trompé sa femme, celui qui avait volé son voisin, celui qui avait fait des méfaits sur la voie publique. Mais ça n'était pas, bien sûr, comme vous l'avez dit, un lieu d'exécution, et ça n'était pas forcément des malfaiteurs ou des malfrats ou des mauvais bougres de Bordeaux qui passaient ensuite sous le joug définitif. Alors, je dois avouer mon ignorance sur ce point. Je ne le sais pas. Donc, désolé de vous le dire, mais il faudrait que je me renseigne à ce sujet-là. Hein. Et non, je ne sais pas ce côté-là de l'histoire bordelaise. Du coup, vous parliez du château de l'Ombrière, donc justement, ça tombe bien puisque nous avions une question aussi par rapport à sa dénomination. Vous avez mentionné la différence entre château et palais. Sait-on à quel moment justement son appellation a basculé vers palais de l'Ombrière et quelle en était la raison? Ben, tout simplement parce que c'était d'abord un château, tout simplement, casse-tête, un gascon. Et même s'il avait en fait trois fonctions essentielles, même s'il y avait dans les cours du château de l'Ombrière des vignobles, figurez-vous. Ça paraît bizarre, mais bon, on n'échappait pas au vin. Alors, d'abord, une fonction administrative militaire avec le sénéchal d'Aquitaine, de Gascogne, auparavant. Ensuite, une fonction judiciaire avec les différents juges, la cour de Gascogne, par exemple, qui était présente sur place, et une fonction économique, puisque c'était là que l'on récupérait les coutumes et les taxes sur le vin, mais on l'appelait château. À cette époque-là, tous les textes, absolument sans aucune exception, l'appellent le château. Et au début de la période française, de même. Alors je ne pourrais pas dire quand l'expression Parlement de Bordeaux est apparue. Parlement n'est pas un parlement comme un parlement avec des élus. Hein. Parlement, c'était une cour de justice avec des personnes qui étaient nommées par le roi de France. Et c'est tout simplement que le roi de France avait créé en 1442 le Parlement de Toulouse parce que les personnes avaient marre d'aller au Parlement de Paris pour aller avoir des décisions de justice les concernant, c'était très loin. Et il a créé des parlements régionaux. Donc le Parlement de Bordeaux a été créé, alors là je crois que c'est en 14, je me trompe un peu, peut-être 1462, j'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est sous Charles VII, mais je crois que c'est sous Louis XI plutôt. Ça a été créé et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le Parlement de Bordeaux n'était pas un emblème de l'autonomie de l'Aquitaine, c'était au contraire une institution pour assimiler l'Aquitaine au Royaume de France. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages qui ont, en tout cas dans les premiers temps, les premières décennies du Parlement de Bordeaux au XVe siècle, étaient d'origine, comme on les appelait à l'époque, française. Hein. Les Français, ce n'étaient pas des Gascons. Et étaient issus finalement d'autres régions du Royaume de France afin qu'ils soient fidèles. Et ils appliquaient donc la loi du roi de France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut l'appeler palais de l'Ombrière, car palais de justice, pas un palais où d'ailleurs, je vous l'ai expliqué, le prince noir et sa cour, quand ils venaient à Bordeaux, n'allaient jamais résider au château de l'Ombrière, ils allaient au palais archiépiscopal de l'archevêque de Bordeaux, qui était la plupart du temps, à cette époque-là, absent. C'était un peu comme si, écoutez, Emmanuel Macron venait à Bordeaux
et essayer de dormir à la préfecture, à Mériadec. Vous voyez, non, c'est pas fait pour. Même si on pourrait se débrouiller sans doute. Et il dort en fait, d'après ce que je sais, dans l'hôtel particulier du préfet. Je crois que c'est là, hein, dans la rue Vital-Carle. Et donc un endroit beaucoup plus approprié pour recevoir des personnes, pour recevoir une cour, enfin tout ce que vous voulez. Et là, c'était pareil. Il profitait de l'absence ou de l'absence parfois forcée, hein, car l'archevêque de Bordeaux n'avait pas trop le choix. Il était obligé de laisser. Parfois, mais on n'a pas les preuves, on n'a qu'une preuve. Il a sans doute aussi fréquenté, mais là, c'est hypothétique, en tout cas, sauf une fois, au château de Lormont, qui était aussi une propriété de l'archevêque de Bordeaux. Voilà. Je me permets aussi de faire le relais de plusieurs questions autour des rôles gascons. D'ailleurs, et là, je dois avouer mon ignorance sur le sujet, s'agit-il de rôle dans le sens anglais, R-O-2-L, rouleau, ou de rôle dans le sens administratif du terme? Nous avons donc plusieurs questions. Les rôles d'Oléron qui correspondent au code primitif maritime figurent-ils parmi les rôles gascons? Non. Première réponse. C'est plus ancien déjà. Hein. Ça date du XIIIe siècle. Et par contre, ça veut dire qu'il était là aussi regroupé en tant que rouleau et pas en tant que manuscrit, pas comme un livre. Il était sous forme de rouleau, comme à l'époque romaine. Hein. Un petit peu les Romains, vous voyez dans les films, les péplums. J'en ai vu un récemment, Ben Hur, là, encore une fois, il y a 2 jours. Il montrait que leurs décisions, leurs lettres, étaient sous forme de rouleau. Et ils les mettaient les uns sur les autres. Et c'était pareil. Il le faisait pareil à cette époque-là, au Moyen-Âge. Du coup, d'autres questions sur ces rôles gascons. Qu'apporte-t-il particulièrement de nouveau par rapport aux connaissances qu'on avait précédemment de toute cette période? Et est-ce qu'il parle de la principauté de Bordeaux? Pas de principauté de Bordeaux à l'époque. Ça n'existe pas. Il y a la commune de Bordeaux, qui avait une certaine autonomie, mais surtout à cause de la faiblesse du pouvoir anglais, et en particulier après la fin de la principauté d'Aquitaine en 1372, où les Français avaient reconquis la majorité du terrain perdu, et la principale ville qui pouvait finalement fournir de l'argent et des militaires et des soldats plutôt était Bordeaux. Mais c'est une prise de pouvoir de facto. Ils ont d'ailleurs été tentés de mettre la main dans les années 1380 sur la grande coutume de Bordeaux pour récupérer l'argent qui provenait des grandes coutumes des taxes sur le vin, mais le connétable de l'époque leur a bien fait comprendre, qui s'appelait David Craddock, leur a fait comprendre que c'était hors de question de leur donner l'argent qui revenait au roi. Donc il y a eu des tensions à ce niveau-là. Et j'ai un peu oublié votre question, excusez-moi, c'était quoi la question pour terminer correctement? Également, ce qu'apportaient de nouveau justement ces rôles gascons par rapport aux connaissances préalables. Ah ben ça appartient énormément. C'est, comme je vous l'ai dit, l'équivalent de 3200 pages imprimées. Donc, il y a des, je sais pas, plein de sujets différents. Il y a par exemple le cas, mais ça c'est anecdotique, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un, encore sur les duels, mais c'est parce que j'avais travaillé un peu sur les duels, je me rappelle un peu mieux que les autres. Un citoyen bordelais qui avait combattu dans une rue, un autre citoyen bordelais qui avait coupé les tendons. Donc il ne pouvait plus marcher. Il demandait au lieutenant du roi d'Angleterre, qui était présent à Bordeaux à l'époque, fin XIVe siècle, de pouvoir se battre en duel à cheval contre son opposant, parce qu'il ne pouvait plus marcher. Bon, et il se baladait dans les rues de Bordeaux avec des béquilles. Parce qu'évidemment, voilà. Et il y a ce genre d'anecdote aussi d'un Anglais qui a été tué par des Gascons, mais pour des raisons, on ne sait pas trop, crapuleuses ou commerciales, dans la rue des Argentiers, dans un chai de la rue des Argentiers. Voilà, je ne sais pas, il y a énormément de... Il faut aller sur place, il faut aller sur le site www.gasconrolls, dans un seul mot, ro2ls.org. Il y a une fenêtre à droite en haut où vous tapez ce que vous voulez chercher. Normalement, vous avez les réponses. Ou alors, il faut les carrément compiler, aller sur consultation et regarder les uns après les autres par année, les différents rôles, et vous verrez la richesse extraordinaire que constitue cette source. D'ailleurs, c'est extrêmement dommageable
que de nos jours, plus personne à l'université, que ce soit française ou anglaise, n'ait un poste qui permette de travailler ces sources-là et qui permettent de publier ou en tout cas d'utiliser les autres sources que l'on a à Londres. Il y a par exemple les contes de la coutume de Bordeaux dont je vous ai parlé, qui permet de savoir les exportations des vins de Gascogne en Angleterre essentiellement, où il y a les noms de personnes et de familles que l'on connaît par ailleurs. Il y a aussi la comptabilité des connétables de Bordeaux, la contre-comptabilité, les contre-rôles, comme je vous l'expliquais, parce qu'il y avait deux contrôles des finances pour qu'il n'y ait pas de corruption, qui se trouvent aussi aux archives de Kew en Angleterre, et des pétitions qui étaient à l'origine des décisions qui se trouvent copiées dans les rôles gascons. On en a 1700 pétitions gasconnes, j'ai travaillé beaucoup sur ça pour ma thèse. Et après, les documents épars et variés, comme le duel qui se passait au Palais Gallien, qui est un document isolé. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Malheureusement, je ne veux pas être, je dirais, amer. Malheureusement, c'est souvent les avancées que l'on peut avoir dans ce domaine-là sont des avancées de personnalité, enfin de personnes comme moi. Et les avancées en groupe qu'on a pu faire avec les rôles gascons sont rares et sont souvent un peu tuées dans l'œuf par la suite, car après, il y a une période de 50 ans où il n'y a plus rien, où il n'y a pas grand-chose, je veux dire, 30 ans, 50 ans, où malheureusement, on n'exploite pas ces formidables ressources qui permettent non seulement de parler de la ville, je dirais, monumentale, qui a à grande partie disparu, mais aussi de la vie humaine, enfin des différentes, la vie, l'histoire en pur sucre, on pourrait dire, qui concerne les personnes, qui concerne aussi la guerre, qui concerne l'économie, qui concerne, enfin c'est extrêmement riche et c'est un peu une honte que finalement ça reste dans cette situation-là, car vous savez, les rôles gascons, il y a énormément de choses, comme je vous l'ai dit, il y a l'équivalent de 3200 pages, mais ce n'est pas tout. Il faut les exploiter après. Il faut en faire des déductions, il faut en faire des articles, des livres. Il faut faire finalement tout un travail de recherche et de mise en forme historique. Et ce qui me pose problème actuellement, et ainsi qu'aux personnes qui ont travaillé sur cette source-là, c'est que dans l'état actuel des choses, ça risque d'être sous-exploité pendant des années. Et c'est sur Internet. Alors, c'est sur Internet, c'est sympa. Le problème, c'est que ça peut disparaître du jour au lendemain. On aimerait bien que cela puisse être publié sous forme de livre, mis dans des bibliothèques, vous voyez. Ça permettrait comme ça d'avoir accès à cette source-là pendant des dizaines d'années, voire plus. Justement, Laurence Grébové de l'association Kyrinos qui avait posé ces questions a levé la main. J'imagine que c'était pour amener une précision. On essaiera juste de garder peut-être 1 ou 2 minutes encore pour une petite question. Je pense qu'après, on s'approche du temps où on va devoir tous vous libérer. Mais voilà, je laisse la parole à Laurence Grébové. Oui, une toute petite remarque sur la principauté de Bordeaux, qui est quand même évoquée dans les gros travaux sur l'histoire de Bordeaux, sous la direction de Charles Gounet. Et vous vous souvenez donc Édouard III. Principauté d'Aquitaine, il n'y a pas de Bordeaux. Oui, pardon, d'Aquitaine. Et c'est de ça dont je voulais parler. Donc Édouard III, bien sûr, va donner ses lettres. Et cette principauté ne dure qu'un temps, une quinzaine d'années. Et au fond, on en sait 10 ans. très peu de choses. On sait qu'il y a plusieurs cours ducales. Qu'est-ce qu'on en sait? On en sait parce que tout simplement, malheureusement, je n'ai pas encore publié ça, c'est tellement énorme, il faudrait de l'aide un petit peu pour y arriver. Depuis 10-15 ans, je réunis toute la documentation ayant trait à cette principauté plutôt. Il y en a des... Ça, c'est passionnant. Je ne sais plus combien de pages, mais malheureusement, pour le moment, ça fait partie des chantiers que je ne peux pas terminer car il n'y a pas les structures et le financement pour pouvoir faire ça. J'en ai 100 pages au moins. Rien que de mentions de chartes, de lettres concernant cette époque précise et qui concernent évidemment Poitiers, Rodez, Cahors, je ne sais pas, plein d'endroits en fait. Avec des maisons ducales, est-ce que c'est ce qui peut expliquer la variété des châteaux du Prince Noir en Gironde aussi? Ces maisons ducales de l'époque de la principauté d'Aquitaine? Sénéchal, chancellerie, l'apparition d'une chancellerie?
Il y avait une Pas du chancellerie tout. de Guyenne vers la fin du XIVe siècle, XVe siècle, avec un chancelier. Là aussi, ça mériterait d'être plus clarifié, même s'il y a eu des articles quand même en anglais qui ont été par un Français, en fait, Pierre Chapelet, paix à son âme, qui a été professeur à Oxford. Je l'ai croisé une fois simplement, un peu de temps avant son décès, et qui a écrit pas mal sur ces affaires-là de chancellerie de Guyenne, qui se trouvait, dont Bernard Angevin était, dont j'ai parlé, a été chancelier à un moment donné. Voilà, ça fait partie des sujets. En fait, le gros problème, comme en plus, le gros problème qu'a le sujet anglo-gascon, si vous préférez, l'Aquitaine dite anglaise, on préfère dire anglo-gascon car c'était pas, comme je vous ai dit, une colonie, c'est le fait que ça n'est pas un sujet purement franco-français ou anglo-anglais. Donc ça se trouve le cul entre deux chaises. Et, l'intérêt et tout ça de ce sujet-là a du mal à être accepté ou compris par les historiens britanniques, un peu mieux peut-être que par les historiens français, mais aussi par les historiens français, y compris ceux qui peuvent être dans la région. Même s'ils comprennent l'intérêt, je veux dire. Mais si on voulait vraiment travailler dessus, ça demanderait une orientation différente, des financements qui ne sont pas faciles à trouver de nos jours, et une volonté et une conscience réelle de l'apport de cette source, voilà, de ces sources au pluriel, plus les sources que l'on a conservées localement à Bordeaux, à Bayonne, qui ont été publiées en grande partie, ou aux archives nationales françaises que je vous ai dit, j'ai trouvé un procès entier, très grand, un manuscrit entier concernant un procès très intéressant qui en fait, j'ai pas pu en parler là lors de cette conférence, mais c'était un procès qui donne énormément de renseignements sur la vie de Bordeaux et les tribulations des Bordelais de l'époque dans les années 1360, 70, 80, et voilà. Je me permets du coup de vous poser peut-être deux toutes petites dernières questions, une probablement un peu rapide qui s'interroge sur la rue Poitevine, avec notamment la très belle vue que vous nous avez montrée. Cette rue a-t-elle eu une fonction particulière à travers les âges? Et puis la deuxième, je ne peux pas résister à la poser, qui a été posée probablement par le plus jeune participant à cette conférence, Ilan, que vous connaissez, je crois, Monsieur Pépin, et qui vous posait la question très jeune en effet. de ce sujet sur Bordeaux. Alors, première question, c'est La première question concerne la rue Poitevine. Connaît-on ses usages à travers les âges? Elle a tenu ce nom-là jusqu'à sa destruction dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsqu'on a fait le cours d'Alsace-Lorraine. Et c'était une rue, en fait, qui jouxtait le château de Lambrières, ou le palais de Lambrières. Et pour quelle raison ça s'appelait Poitevine? Tout simplement parce que lorsque le duc d'Aquitaine Guy Geoffroy, ou Guillaume VIII plutôt, a créé son donjon que vous avez pu voir, c'était au départ un donjon qui contrôlait le port de Bordeaux. C'est pour ça qu'ils ont déplacé le palais royal de Saint-Projet à cet endroit-là. Et eh bien, en fait, était occupé par une population considérée comme étrangère à l'époque. Les Gascons, les Bordelais se considéraient comme étant des Gascons. Les Poitevins, c'était autre chose. Ils parlaient déjà plutôt une langue d'oïl que d'oc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme d'habitude, le château de Lambrières de l'époque devait être trop petit, donc les Poitevins ont squatté, on va dire, ont loué, ont acheté des maisons qui étaient juste à côté du château de Lambrières, d'où le nom de rue Poitevine. Mais au bout d'un moment, bien entendu, il n'y avait plus de Poitevins. Mais à l'origine, en tout cas, de la création de la rue Poitevine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est apparue, si c'est au XIIe ou au XIIIe siècle, je penserais plutôt pour le XIIIe siècle, c'était une ville où il y avait une majorité de Poitevins d'origine. Et ce nom-là est resté, mais en fait, lorsque le Poitou a été conquis par le roi de France, Poitiers en 1205 plutôt, et La Rochelle en 1224, car La Rochelle était considérée comme faisant partie d'un grand Poitou, en effet, il n'y a plus d'apport poitevin important. Et la seconde question, c'était? C'est donc la question d'Ilan qui demandait pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce sujet sur Bordeaux? Tout simplement car ça fait des années que je travaille
sur l'Aquitaine anglaise. Et comme on me proposait de parler dans le cadre de l'année britannique, c'est ça? Du musée des Beaux-Arts. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai pensé tout de suite à concentrer mon propos sur Bordeaux. Et encore, comme je vous l'ai dit, même si j'ai l'air de parler beaucoup, je n'ai pas évoqué énormément de sujets et d'anecdotes aussi qui auraient pu être assez croustillantes. Mais le problème, si on emploie beaucoup d'anecdotes, au bout d'un moment, on perd le sujet, on perd le fil et certes, on en parle d'anecdotes assez amusantes. Il y a par exemple des sergents qui devaient faire respecter la justice et qui venaient du château de l'Ombrière, en partie anglais, d'autres gascons. Et je pense qu'un anglais, au début du XVe siècle, ou non, je ne sais plus quand exactement, désolé, qui a été arrêté par les agents locaux du seigneur d'Ornon, donc du côté de Gradignan, et de Vinan-d'Ornon, mais de Gradignan surtout, et qui lui ont arraché la langue, et l'ont cuisiné et l'ont donné à leur dog, à leur chien. C'est un peu, oui, c'est quand même assez. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Il n'y a pas des sujets comme ça constamment, mais on peut trouver en effet des anecdotes de ce style-là de temps à autre, des trucs assez amusants. Bon. Et on ne peut pas non plus. Ou alors je fais une conférence purement sur les anecdotes que l'on peut trouver dans les différents documents. Et ça pourrait être aussi intéressant après tout. Hein. C'est une autre. Un dur exercice qu'une conférence d'1 heure, 1 heure et quart sur un si vaste sujet. Je suis d'ailleurs désolée parce qu'il y a aussi de nombreuses questions que nous n'aurons pas le temps auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre aujourd'hui. Je voulais en tout cas vivement vous remercier, Monsieur Pépin, ainsi que Madame Fallière, pour votre conférence et votre accueil et soutien. Je me permets également de vous indiquer à tous que les amis du Musée d'Aquitaine ont enregistré cette conférence. Donc, nous vous enverrons le lien sur vos mails si vous souhaitez la revoir. N'hésitez pas. Madame Fallière, peut-être le mot de la fin. Merci, cher monsieur, pour cette brillante promenade, découverte historique dans ce Bordeaux anglais. Évidemment, prolonger la conversation et la découverte de cette période à l'occasion d'une autre conférence, pourquoi pas? Quand je vois que nous étions presque 170 ce soir à vous écouter, je pense qu'il y aura encore de grands parmi les auditeurs qui aimeraient prolonger cette découverte. De toute façon, chers amis et chers auditeurs, nous vous tiendrons au courant si nous reprenons ce sujet, quel qu'il soit. En tout cas, les amis du Musée d'Aquitaine ont été très, très heureux de vous accueillir, très flattés de vous recevoir et quand vous voulez sur notre plateforme. Mais j'espère que bientôt, et je pense que c'est imminent, nous pourrons nous retrouver pour de vrai, comme je dis, en vrai, comme disent les enfants, dans l'auditorium du Musée d'Aquitaine. Bonne soirée à tous. Merci encore. Marion, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, juste une très bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Encore merci. Merci pour votre écoute. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.